Bien, écoute, c'est parti. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel atelier rencontre parole de salariés organisé par Espace Marx Aquitaine. L'idée, évidemment, c'est de découvrir un peu mieux ce qu'est le monde du travail aujourd'hui et puis les secteurs où il se passe des choses, où les salariés prennent en main leur propre avenir. Alors, pour te présenter, alors, ton métier, mais tu vas nous en parler. Ta responsabilité syndicale, tu es syndicaliste à la CGT notamment, et tu es délégué au comité central d'entreprise. Donc, voilà, tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Tu vas nous parler aussi de comment quelqu'un comme toi, dans une entreprise aussi importante que Sanofi, au passage, j'ai fait mon stage de la semaine de stage d'entreprise en fin de première à Sanofi parce que ma maman était ouvrière là-bas. Donc, je connais un petit peu l'entreprise, mais pas comme toi. Donc, écoute, je te passe tout de suite la parole pour que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, euh, de, du conflit qui vient d'avoir lieu et de ce qui est en train de se profiler pour les semaines à venir. Et voilà, écoute, Patrick, à toi. Donc bonjour à tous, je suis Patrick Rojo. Je suis rentré dans cette entreprise, donc Sanofi, j'étais jeune, j'avais 21 ans. J'avais déjà une première expérience de tourneur fraiseur dans une boîte pendant 22 mois avant le service militaire. Et juste après le service militaire, je suis rentré comme technicien de maintenance dans la boîte, métier enfin poste que j'occupe toujours, mais une grande partie consacrée bien sûr à l'activité syndicale. Alors, petit rectificatif, je ne suis pas un membre du comité central, mais je suis délégué syndical central. Donc, de ma société, Sanofi Winthrop Industries. Donc, c'est une des sociétés du groupe en France qui comporte 4000 salariés sur les 20 000 que nous sommes. Donc, on fabrique essentiellement des produits secs, donc les comprimés, gélules, de l'injectable. Donc là, c'est directement la boîte de médicaments. Alors mon parcours, j'ai été relativement assez tôt syndiqué, c'est-à-dire à 22 ans et demi, j'étais déjà syndiqué et les premières responsabilités sont tombées à 23 ans. Et depuis, j'ai milité 35 ans pratiquement dans Sanofi et j'ai gravi, j'ai touché un peu à tous les postes, délégué du personnel, délégué du CE, délégué syndical dans mon établissement et maintenant délégué syndical central en étant passé également par le comité central d'entreprise pendant quelques années. Voilà. Donc, tu as une certaine connaissance, évidemment, des enjeux qu'il y a au niveau de ton entreprise. Alors j'en ai un petit, oui, j'ai quelques connaissances, mais pas forcément. Je ne maîtrise pas forcément tout. Alors oui, dans mon parcours, j'ai été aussi secrétaire de mon syndicat, donc voilà, donc ce qui me permet effectivement d'avoir un petit peu de recul. Alors aujourd'hui, c'est quoi le monde de la pharmacie? C'est peut-être intéressant de le savoir, comment il évolue. Donc il est essentiellement pour les gros groupes, on va dire basé sur une recherche de la profitabilité maximum et non pas une profitabilité qui est le résultat d'une évolution du chiffre d'affaires. Donc, c'est une évolution de la profitabilité basée sur un chiffre d'affaires acquis et où on fait des économies. Donc, c'est à chaque fois des économies d'échelle. Et l'économie d'échelle se fait donc au départ c'est facile, l'économie d'échelle, donc on rationalise ce qui est en doublon. Donc ça peut conduire par la fermeture de sites, l'expropriation d'activités qu'on met en sous-traitance. Mais depuis quelques années, on assiste à une intensification du travail et ça se traduit sur les êtres humains par un absentéisme accru, une usure prématurée, des corps, donc on a beaucoup de gens qui relèveraient de la maladie professionnelle si ils étaient bien accompagnés pour cette reconnaissance. Et aujourd'hui, mon entreprise fait tout pour ne pas reconnaître ces maladies professionnelles, pour pas qu'il y ait un questionnement des salariés.
pour qu'ils s'interrogent, tiens, j'ai mal, mais d'où vient ce mal? Est-ce que c'est mon milieu professionnel qui me le donne ou pas? Et donc, le lien entre pathologie et origine professionnelle n'est pas mis en questionnement. Et du coup, la maladie retombe sur le régime général au lieu d'être sur la responsabilité de l'employeur. Et ça, c'est une accusation forte que l'on fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement, ça dérangerait l'entreprise, ça remettrait en cause sa stratégie de productivité, parce que à partir du moment où on sait qu'en supprimant du monde et en intensifiant le travail, ça va produire des conséquences fâcheuses pour l'entreprise, enfin pour le salarié, on peut parler de maltraitance. Et on peut assimiler cette maltraitance sur le corps humain comme la maltraitance que l'on fait sur l'environnement. Le capitalisme prélève du profit sur l'environnement, sur la biodiversité, et bien on fait la même chose avec le corps humain. L'usure, aujourd'hui, à partir du moment où le chiffre d'affaires ne se développe pas, mais la profitabilité continue à croître, et bien il n'y a que l'humain qui produit ça, mais au détriment de sa santé. Alors, c'est du physique, mais c'est aussi du psychologique, le cerveau qui est atteint. Hein, et les gens qui sont en dépression se comptent aujourd'hui par dizaines. Hein, c'est pas rare. Et on a même des gens qui, dans la société, se sont déjà suicidés. Donc, pas sur mon établissement, mais ça arrive, et des gens qui sont à mal-être. Et on parlera du conflit qui vient de se passer au mois entre novembre et décembre sur les NAO. Mais la réussite de ce conflit au niveau national s'appuie essentiellement sur un ras-le-bol général. Il y avait les salaires, il y avait l'emploi, mais il y avait aussi ce moment qui a été donné pour s'exprimer, pour manifester son ras-le-bol. Voilà. Et c'est des choses nouvelles, parce qu'apparemment, si j'ai bien compris, vous parlez, enfin, les forces, les responsables syndicaux qui sont exprimés sur ce conflit parlent justement de mobilisation exceptionnelle et non connue à ce jour sur l'ensemble du groupe. Donc, apparemment, vu ton histoire, c'est quelque chose que vous avez qualifié de remarquable. Alors, c'est un conflit qui portait bien sûr sur les salaires et sur l'emploi dans le cadre des NAO. Et ce conflit, effectivement, il est exceptionnel, il est historique. Il est historique. Alors pour le groupe, il est historique parce que on a fait des pointes de mouvement à 17 sites en même temps, mais la vitesse de croisière, ça a été 15 sites en même temps, pratiquement. Donc ça, c'est quelque chose que la CGT a initié depuis des mois, plusieurs mois. Il y a eu plusieurs mois de préparation. On va dire même plusieurs années parce que on est parti sur la notion de Tour de France de l'information des salariés, l'information syndicale CGT, depuis maintenant 3 ans. Alors avec des hauts, des bas, mais toujours cette volonté d'essayer d'apporter aux salariés une analyse de la situation, une information différente de celle que l'on reçoit au quotidien par notre entreprise. Enfin, même on est sous une communication qui est harassante. Je veux dire, on est inondé d'informations, enfin de communication et non pas d'informations. Donc, ce Tour de France a sûrement permis aussi d'agglomérer un petit peu, de faire un mouvement qui ait du sens, mais pas que. On peut dire aussi que ce mouvement historique est aussi le résultat, non pas que de notre travail, le résultat aussi de ce que les gens vivent avec l'accélération de la crise. C'est un tout. C'est des gens qui ne parlaient pas forcément aux organisations syndicales et encore moins à la CGT. On les a vus se mobiliser et c'est quelque chose de nouveau et d'intéressant. C'est intéressant parce que ils ont pu se défendre, ils ont pu découvrir une CGT, mais pas que sur Ambarès. Sur différents sites, on a des témoignages qui remontent, une CGT active,
qui n'a pas peur, qui pose des problèmes de fond, qui n'est pas simplement sur le moment présent. Alors oui, sur le moment présent, on défend les choses, mais aussi sur la longévité, c'est-à-dire que sur la durée, sur quelque chose de structurant. Mhm. Et de ce point de vue, quels ont été les rapports entre les ouvriers, les employés et les ingénieurs et cadres? Alors, j'ai vu que vous aviez comme porte-parole nationale un ICTAM, enfin, et comment ça se passe en fait dans l'entreprise aujourd'hui? Alors, dans l'entreprise, il y a l'encadrement globalement et alors il est corporate. D'accord. Il est corporate. Alors pas forcément dans sa pensée, pas forcément dans sa pensée, ni dans son adhésion forcément, mais il n'a pas encore décidé de se battre de façon massive et serait-ce que de faire valoir le droit de retrait. Donc son agissement au quotidien est corporate. Mhm. Après, je ne dis pas il est en adhésion, mais et ça conduit donc à une situation de son comportement qui est très pyramidale, c'est-à-dire l'entreprise, le conseil d'administration, les actionnaires décident et ils ne font que appliquer ce qui est décidé par le haut. Il y a plus ce qui était le rôle un petit peu du contremaître, donc l'agent de maîtrise, qui était Mhm. la technicité, et c'était les meilleurs qui devenaient contremaîtres autrefois, et donc agent de maîtrise. Il n'y a plus cette connaissance du métier. L'encadrement n'est là que pour mettre en œuvre ce qui a été décidé par les étages supérieurs. Et donc, du coup, ils sont au bonus, donc des primes annuelles, ils sont au bonus que s'ils ont réalisé les objectifs qu'on leur a assignés. Donc, on vit donc un appauvrissement de ce travail, de leurs compétences. Ils en sont ils ne produisent plus ils produisent plus quelque chose qui est qui pourrait être de l'expérimentation dans le cadre de leur fonction. Et Et alors, juste, vas-y, pardon, excuse-moi. non, Vas-y, non, continue. je cherchais mes mots, excusez-moi. Non, non, Donc, non. donc on a des liens avec l'encadrement. C'est pas qu'on n'a pas de lien. On arrive à se parler, mais c'est quelque chose qui est un peu caché. Ça se fait, Mhm. c'est entre deux personnes, mais c'est pas de façon publique et tout ça. Alors, on a vu dans le cadre de ce mouvement quand même des cadres faire grève, mais quelques cadres. Les agents de maîtrise, c'était peut-être un peu plus massif. Les techniciens supérieurs, qui sont dans la même catégorie que les agents de maîtrise, eux ont fait, effectivement, se sont mobilisés comme les ouvriers. À ce stade-là, donc, ça a été très massif parce que on a fait des pointes jusqu'à 4000 personnes en grève, de 2500 à 4000 personnes en grève pendant 4 semaines. Donc, ce qui veut dire que le mouvement était quand même assez populaire. Et ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il y avait quand même une adhésion et le mouvement, dès le début, la CGT avait travaillé cette question de le mouvement, on le lancera et il vous appartiendra à partir du moment où vous aurez décidé qu'il vous appartiendra. Et donc, du coup, il a vraiment été porté par les salariés. Et les assemblées générales quotidiennes le démontraient, la participation quotidienne le démontrait des salariés. Donc on n'était pas, on était vraiment en osmose entre les dirigeants syndicaux et ou les syndicats, on va dire, CGT, et les salariés. Alors je parle du syndicat CGT parce que les autres organisations syndicales ont choisi une autre forme de démarche dans le cadre de CNAO. C'était une démarche plus Les NAO explicites, parce que tout le monde sait pas ce que c'est. d'accord. Donc négociation annuelle obligatoire. Donc c'est le code du travail qui définit que l'employeur, les entreprises doivent convoquer les organisations syndicales une fois par an, mais obligation de convocation ne veut pas dire obligation de résultat. Voilà. Donc donc, je disais, les autres organisations syndicales ont décidé, avaient choisi une autre démarche moins combative, même s'ils étaient sur certains sites en unité d'action avec la CGT, mais ça s'est traduit pour au moins la CGC et la CFDT par la signature d'un fin de conflit sans informer les salariés et même les consulter. Donc, c'est une forme de syndicaliste
qui nous appartient pas à nous, organisation syndicale CGT, parce que le fort justement, ça a été de dire le mouvement vous appartient et on démarre ensemble, on arrêtera ensemble. Donc on a suspendu ensemble. Voilà. Ce qui fait le. Alors quoi dire de ce conflit? Donc ça a été un conflit qui apporte où les revendications étaient de deux aspects. Il y avait celles qu'on peut dire qui portaient sur l'emploi et les salaires, sur le partage du gâteau, c'est-à-dire quelque chose qui aurait été nouveau, c'est-à-dire par exemple l'augmentation de la prime d'ancienneté au-delà de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça aurait été la partage du gâteau, ça aurait été par exemple la réduction du temps de travail. Ça aurait été des primes ou des salaires, une reconnaissance de salaire supérieure à ce que nous avons aujourd'hui. Et il y avait les premières revendications, celles qui étaient essentielles, c'était le maintien du pouvoir d'achat. Donc celle-là, ça a été la plus grosse bataille, avec la bataille de la demande de titularisation des précaires qui en a le groupe de façon récurrente et hors la loi, parce que près de 4000 précaires, dont les 2 tiers sont en illégalité au regard du CDI, qui est la norme en France. Et ce depuis des décennies. Donc, on demandait justice par rapport au statut, donc par rapport à la loi, et d'autre part, justice par rapport à ce qui nous était attribué, serait-ce qu'il y a en décembre 2021, et avec la perte de pouvoir d'achat 2022, donc on demandait justice. Et ceci, l'employeur a décidé que ça ne valait que 1% pour 2022, avec une prime de 400 € sur le salaire pour ceux qui étaient en dessous de 40 000 € au mois de juillet 2022. Et il octroie généreusement 4% pour 2023 pour les non-cadres et 3% pour les cadres avec 1%, un peu plus d'1% d'augmentation individuelle. Voilà. Donc voilà la générosité et 250 personnes qui seraient recrutées en plus, alors qui seraient déprécarisées, mais bon, quand on a 4000 personnes, on est vraiment en dessous des besoins. Mais en plus, enfin, tu me parlais tout à l'heure d'un investissement du management dans l'efficacité, la rentabilité. En même temps, on voit bien que Sanofi a terminé l'année 2021 et l'année 2022 avec des profits assez importants, plusieurs milliards. Que ces profits, donc je crois dans la répartition qui en a été faite, l'essentiel va aux actionnaires. Je crois même savoir il me semble qu'il y a un de vos dirigeants qui s'est octroyé, alors c'est peut-être pas dans cette entreprise-là, mais je sais que dans une des entreprises aujourd'hui, là, assez récemment, il s'est octroyé une augmentation plus que conséquente en jouant sur des rattrapages d'une année sur l'autre, parce qu'il aurait soi-disant fait des efforts l'année avant, mais en oubliant qu'il touchait un revenu de 50 millions par an, quoi. Bon, enfin, voilà. C'est vrai que ça aussi, fait la connaissance de ces réalités-là, elles aident ou pas? Ou est-ce que comment c'est vécu par les salariés, ces affaires-là? Oui, c'est probablement ça aide, mais alors ça aide maintenant au moment où l'inflation rogne les porte-monnaies, les D'accord. budgets. Voilà, ça sert. Tant que les salariés avaient on va dire que ça tombait chaque année, que on s'en sortait, il y avait pas, ou du moins quand il n'y avait pas d'inflation, parce que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu d'augmentation de salaire. Donc tant qu'il n'y avait pas d'inflation, c'était relativement accepté, même si il y avait de la grogne. Il ne faut pas quand même oublier les gilets jaunes, il ne faut pas oublier quand même les nuits debout, il ne faut pas oublier la bataille sur les retraites il y a Absolument. quelques années. Donc la grogne que l'on observe dans le pays, elle est y compris parmi les salariés de Sanofi. On n'est pas un monde à part. Mais effectivement, ce ras-le-bol, alors peut-être que Total a été aussi un catalyseur, a montré il était possible de se battre même avec nos difficultés. Et c'est probablement que à force de cette arrogance du capitalisme à toujours donner plus à quelques-uns et à prendre aux plus nombreux, ça doit probablement réveiller les consciences et donc du coup la combativité. Alors,
concernant Sanofi, là, je disais tout à l'heure, donc globalement, notre entreprise, on a un chiffre d'affaires qui est aux environs de 36-37 milliards. Globalement, il est stagnant, à peine progressif. On va dire qu'il est calme, il est plat. Mais en même temps, on a une évolution de la profitabilité, donc des bénéfices, qui est exponentielle. Et dans cette part des bénéfices qui évolue, donc qui n'est le résultat uniquement que de l'économie hein, c'est-à-dire économie sur le nombre de personnes, économie sur la diminution du catalogue produit. Sanofi vient on avait 300 produits en catalogue, on n'en a plus qu'un tiers. En moins de 5 ans, on a vendu 200 produits ou abandonné 200 produits. 200 produits. Donc on travaille sur donc une centaine de produits aujourd'hui, 110, 115. Alors, les informations que je donne là, je tiens à le rappeler, sont les informations que nous collectons auprès des documents qui nous sont communiqués par l'entreprise. Alors, on pourra toujours nous accuser éventuellement de diffamation. On est toujours on est toujours demandeur publiquement de débats contradictoires, quel que soit le sujet avec notre direction. Donc, et si il y avait une erreur d'analyse, on ne pourrait le mettre que sur un défaut d'information de notre direction. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Donc, une centaine de produits. Donc, on maintient, malgré qu'on ait élagué le produit de 2 tiers, on maintient le chiffre d'affaires, voire qu'on le développe à peine. Et on est toujours en exponentiel sur le profit. Donc, c'est le blocage des salaires, c'est la diminution de salariés, c'est la non-reconnaissance de qualification. Donc, on travaille de plus en plus gratos. On fait travailler des entreprises sous-traitantes à bas coût et pas forcément à l'étranger, y compris en France. Parce que lorsqu'on fait travailler des sous-traitants dont leur salaire est inférieur à ceux de Sanofi, effectivement, on dégage de la profitabilité également. Donc, on n'a pas besoin forcément de partir à l'étranger pour faire du profit sur le dos du salariat. Et ce qui était autrefois dans Sanofi de la masse salariale et de la cotisation sociale se retrouve lorsqu'on est, même sur le territoire français, en salaire beaucoup plus bas, en cotisation beaucoup plus basse, mais aussi en impôts et en profitabilité. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas que la profitabilité de l'employeur Sanofi, il y a aussi la profitabilité du nouvel intervenant, c'est-à-dire de la nouvelle entreprise qui intervient en lieu et place d'un salarié Sanofi. Donc c'est ce qui fait qu'il y a un appauvrissement au final. Donc, une richesse qui est accaparée toujours par les quelques actionnaires de Sanofi, mais toujours de plus en plus dans la part du profit. Et donc, cet argent qui est consacré à la rémunération de l'actionnaire ne se retrouve pas effectivement dans le maintien de l'outil industriel, dans le maintien des connaissances des salariés, c'est-à-dire la formation professionnelle. Pratiquement depuis 5 ans, on n'a pas eu de formation professionnelle. Alors, on a des formations, on va dire, de maintien obligatoire au sens de la législation, mais rien qui consolide les compétences professionnelles pour le maintien, voire le développement. Tu n'évoques pas les contributions de l'État, je dirais, au financement de l'entreprise. Qu'est-ce que ça représente, le contrat impôt recherche, par exemple, et puis le CICE, c'est de l'argent qui tombe dans les poches 150 millions par an tombent donc chaque année depuis 10 ans, donc plus d'1 milliard de subventions de l'État. Hein. Et ceci se retrouve donc en aucun moment, cet argent n'a servi à la recherche, parce que ces 10 dernières années, on est passé de 6 000 chercheurs à moins de 3 000, on va dire 3 000, donc on a divisé par 2 la recherche, ce qui veut dire que s'il n'y a plus de recherche fondamentale ou appliquée, il n'y aura plus de produits à faire pour l'industriel, ce qui explique il y a un recentrage, une diminution donc de l'outil de recherche. Donc, il est normal, alors même si on le déplore, hein, il est normal que dans la logique sanofienne, patronale, on réduise l'empreinte industrielle, comme ils disent. Voilà.
Donc cet argent passe directement du contribuable au collecteur qu'est l'État, directement dans la poche des actionnaires, 150 millions par an. Et il ne sert pas à accompagner la recherche, ni à soutenir les salaires, ni à soutenir la formation, ni à soutenir l'emploi. Ça va directement dans les poches des actionnaires. Donc ça, c'est un véritable scandale, parce qu'il n'y a pas d'obligation de résultat par rapport mettons, au crédit d'impôt recherche ou au CICE. Comment vous avez vécu le fait que Sanofi n'ait pas réussi à produire un vaccin, justement, en pleine période du Covid? Ça a été un choix stratégique, j'ai l'impression, de l'entreprise, de ne pas le faire, justement, et d'attendre peut-être Mais quel a été le débat dans l'entreprise? Est-ce qu'il y en a eu un d'abord? Et quel a été le débat sur cette fonction sociale de ce groupe, qui, même en étant privé, a aussi des responsabilités dans la situation sanitaire du pays? Alors, sur cet aspect-là, donc de la crise sanitaire et donc du vaccin donc pour le Covid, contre le Covid, Et il du y a eu Doliprane pour accompagner les symptômes du Covid, enfin, qui a été… Bon, bref, mais vas-y. donc concernant donc il y a deux vécus complètement à l'opposé. Il y a la direction qui a fait de la communication à la fois à l'extérieur et à la fois en interne, donc sur sa recherche sur le Covid, donc beaucoup de communication. Et donc communication ne veut pas dire information. Hein. Donc et il y a eu la réalité où on a un outil de recherche qui est, je venais de le dire précédemment, c'est-à-dire quand on diminue de 50% son effectif et ses moyens de recherche, effectivement, on se retrouve en difficulté pour produire rapidement. Sanofi, qui était l'un des meilleurs au monde dans son domaine des vaccins, il y a encore quelques années, se retrouve le dernier de la classe, parce que le résultat est là. D'autres majors de la pharmacie ont trouvé des vaccins. Alors, et je ne rentre pas sur le côté, je ne juge pas le côté thérapeutique, je ne suis pas qualifié. Bien Mais sûr. les autorités administratives des pays ont quand même sanitaires, donc de santé, ont quand même autorisé les produits issus des autres labos à être Mis sur utilisés, le donc marché. à être mis sur le marché. Donc, on peut dire que les autres labos ont quand même réussi, ont produit quand même un certain travail. Que Sanofi vient tout juste de mettre au point ces dernières semaines. C'est très récent. Et tout ça, c'est quoi? C'est le résultat de cette raréfication donc des moyens, cette optimisation donc des coûts, et on en a perdu la compétence. Et à tel point il nous manque des segments dans le développement pour développer nos propres produits. On est obligé d'acheter de la prestation à l'extérieur, alors qu'avant, on produisait tout en interne. Et comment c'est ressenti, là, tout ça, justement, dans Alors, l'encadrement ou chez donc, les ingénieurs les plus engagés? donc là, il y a la CGT, il n'y a que la CGT qui porte ce débat dans l'entreprise. D'accord. Donc, on le partage par tract ou par information en réunion du personnel, mais il n'y a pas ce débat dans l'entreprise. Mais à partir du moment où il y a beaucoup de communication, on croit encore à l'entreprise. Apporter une contradiction, aujourd'hui, c'est être courageux. Hein. On part des informations que nous avons, nous les analysons. C'est-à-dire qu'on est un petit peu le caillou dans la botte du patron. Donc, on travaille avec les informations que nous avons, avec l'extérieur aussi, mais c'est pas le sujet dominant de l'entreprise, parce que l'entreprise fait tout pour qu'il n'y ait pas ce débat. Mais enfin, c'est une question peut-être indiscrète, mais comment vous vous positionnez? C'est un positionnement, je dirais, qui peut apparaître systématiquement contre, ou vous faites les porteurs de l'avenir de l'entreprise et de ses salariés, à la différence Alors, de ce que fait justement la direction actuelle. alors euh, au niveau de la Fédération des industries chimiques auquel est rattaché donc notre CGT, hein, on défend que l'industrie pharmaceutique
ne soit plus soumis au baron du capitalisme, sans forcément en définir le modèle, enfin, le modèle juridique, hein, que ce soit nationalisation ou pas, c'est pas ça le débat, c'est le contrôle par l'État, de cette industrie qui est indispensable pour la planète. Parce que la question qu'il s'agit de régler, c'est est-ce qu'il s'agit de régler des dividendes pour des gens qui ont du capital, ou est-ce qu'il s'agit de traiter la question de la satisfaction des besoins de santé de la planète? Plus de 6 milliards d'êtres humains sur Terre, moins de la moitié ont recours à la production des majors de la pharmacie. On préfère la pharmacie. On a décidé de produire que pour ceux qui avaient l'argent, c'est-à-dire que pour les pays qui ont de la solvabilité. À tel point que aujourd'hui, on compte plus de 2000 ruptures de médicaments dans le pays, en France, hein, alors qu'il y a quelques années, on en était à quelques dizaines. Il y a 20 ans, on était à quelques dizaines de ruptures. Et ces ruptures étaient de quelques jours à quelques semaines, mais c'était quelque chose de très, très, très rare, exceptionnel. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de récurrent. Et quand tout à l'heure, tu posais la question sur le Doliprane, la crise qui s'est passée, la tension qu'il y a eu sur le Doliprane au début du Covid, donc c'est-à-dire le Doliprane, c'est le paracétamol en France. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, on produisait le paracétamol sur le territoire français, et aujourd'hui, il n'y a plus de production de paracétamol en France. Ça dépend de l'Inde et à 80% et de la Chine. Donc, aujourd'hui, un concurrent, suite donc à cet épisode donc de la crise sanitaire, un concurrent donc est en train d'investir pour rapatrier donc de la production en France, mais Sanofi n'en fait pas partie pour le moment. Voilà. On peut parler de la qualité. Cette recherche, par exemple, cette recherche effrénée du profit a aussi un impact sur la qualité. Parce que les ruptures, c'est à la fois le fait qu'on n'ait plus de stock intermédiaire, mais c'est aussi le fait qu'on n'arrive plus à produire à temps nos produits. Parce que la compétence est partie. On travaille régulièrement et ça, c'est tous les jours, on travaille on travaille pas, nos process ne sont plus robustes. On ne sait plus reproduire un process sans qu'il y ait on travaille par défaut, en mode dégradé. Alors, bien sûr, il y a des produits qui se font de façon courante, mais globalement, l'industrie pharmaceutique et l'outil Sanofi travaillent de façon dégradée. Donc, ce qui provoque des retards, le fait qu'on a décidé qu'il y ait du cash flow, donc plus de stock intermédiaire, et bien, du coup, et bien, dès qu'il y a un petit aléa, et bien, ça tire sur le produit en demande. Et il y a aussi après donc là-dedans, on fait marcher les prix parce que du coup, si attention sur les produits, par exemple, je prendrais un produit comme le Lovenox qui sert pour les personnes qui ont pour les membres inférieurs lorsqu'ils sont en immobilité. En France, il est en tension, donc on dit tension, c'est pour parler de presque rupture, mais pas tout à fait rupture, alors qu'il est abondant sur les marchés US et allemands. Marchés qui est plus rémunérateur. Donc, et des exemples comme ça, on en a plusieurs. Alors, chez Sanofi comme ailleurs, bien sûr. Et est-ce que ces enjeux, on les a vus émerger en même temps? Je dirais que les revendications sur les salaires, sur la structure d'emploi, sur la répartition des profits, est-ce que c'est des choses qui commencent à être débattues un petit peu dans le monde salarial comme problématiques pour l'avenir de l'entreprise? Pas simplement en termes d'emploi, mais parce que quand on travaille dans une entreprise,
je le dis pas à toi. Je veux dire, si tu as commencé à y travailler à partir de l'âge de 21 ans, moi, je sais ce que j'ai ressenti en travaillant 47 ans dans la mienne, et j'ai eu beaucoup de mal à partir à la retraite. Mais c'est toute une vie, quoi. Je veux dire, on n'investit pas, on n'est pas là simplement pour toucher un salaire à la fin du mois. On est là aussi parce que on a une certaine conception, je dirais, du travail que l'on fait et du rapport qu'on a avec un service une entreprise ou un service public dans lequel on bosse, dont on a envie qu'il joue un rôle important pour répondre aux besoins de la population. Comment ça vient tout ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le conflit a permis de décloisonner. Pendant 10 ans, pendant 10 ans, on va prendre les 10 dernières années, les périodes qui correspondent au blocage des salaires. Donc, pendant ces 10 ans, on a connu à la fois le blocage des salaires, à la fois plusieurs plans de réduction d'effectifs, à chaque fois de 2 milliards, tous les 2 ans et demi, 2 ans, 2 ans et demi. Et donc, ça a laissé, si au début, il y avait de la douleur, on arrivait encore à tourner, on arrivait à faire fonctionner l'outil, mais les derniers plans ont vraiment entaché l'entreprise, l'a vraiment saigné. Les pertes d'effectifs de compétences sans que la compétence soit organisée dans sa transmission. Le dernier plan de 2016-2017, il a été foudroyant. Notamment, on peut en parler sur Ambarès, il était foudroyant. 100 personnes qui partent, une dizaine, enfin on va dire une quinzaine qui sont recrutées parce que c'est nécessaire. Ils ont tellement été trop loin, mais on s'en relève même, on s'en est même pas encore relevé. On s'en est même pas encore relevé. Et c'est pareil sur tous les sites. Et là, il y avait que la CGT qui parlait toujours pareil, de cette analyse. Donc, toujours pareil, échange avec les salariés, situation qu'on dénonçait régulièrement auprès d'employeurs, et l'employeur nous disant, oui, mais vous ne voyez que la bouteille à moitié vide. Nous, on l'envoie à moitié pleine. Bon, c'était de la foutaise, mais c'était une fin de non-recevoir. Et ce qui est intéressant dans le cadre du conflit, là, pendant un mois, les gens qui étaient, on n'avait pas une structure pour s'exprimer depuis 10 ans, eh bien, le conflit a été une structure. En se rencontrant, les salariés ont parlé, et devant la porte, pendant un mois, ils ont débattu, mais pas dans un cadre formel d'assemblée générale forcément, hein, mais entre eux. Et ça prenait des formes de petits groupes, d'échanges entre collègues, des gens qui se croisaient et qui se disaient à peine bonjour, qui se saluaient, ne se connaissant pas, ont échangé sur leur vécu. Et il en est sorti des choses très intéressantes, et notamment ces questionnements-là, ces questionnements de leur sens par rapport au travail. Et pour beaucoup, il y en a qui ont perdu le sens par rapport au travail et qui concourent aussi à cet épuisement du salarié. Il y a ce côté cognitif que je disais au début, il est certes dû par la forme de management, mais aussi par le sens qu'on perd par rapport au travail. Donc voilà, le conflit a été vraiment un espace d'échange de fraternité, de solidarité, mais aussi sans qu'on s'en aperçoive, c'était tellement humain. Voilà, c'est un lieu qui était devenu tellement humain qu'on en a retrouvé les bases de ce qu'est l'homme, c'est-à-dire le groupe. Et dans l'entreprise, par la forme du travail, aujourd'hui on est boxé, une machine est entourée, on est dans un aquarium, le bureau est un aquarium, donc on est toujours dans des boîtes, la communication nous enferme, le mail nous enferme, il n'y a plus d'échange. Pour envoyer une information dans le bureau à côté, c'est un mail, c'est une tonne de mails qu'on ne peut pas traiter. Donc il y a un abrutissement de l'humain, et ce conflit a permis de décloisonner. Et pas que sur Ambarès, c'est un constat qu'on vient d'analyser dans tout le groupe. Alors, ça c'est génial. Enfin, je le sais et je le dis, je trouve que ça c'est super important. Et certainement, tu me le disais il y a quelques jours, ça a marqué tellement les choses que vous êtes assez optimiste
sur les suites à venir, sur tous les terrains sur lesquels vous allez être confrontés, comme celui des retraites. Vous me disiez que déjà d'emblée, vous êtes partant pour vous inscrire dans le combat qui va s'initier, entre guillemets, ou qui va reprendre, comme tu l'as dit d'ailleurs, hein, qui va reprendre, puisque le Covid nous a tué une mobilisation extraordinaire qui avait commencé à se déployer en 2020. Donc, voilà, les choses vont redémarrer. Pour revenir, je dirais, à la situation de ton entreprise et à ta situation, tu es l'objet, comme plusieurs collègues et camarades de la CGT, responsables. Vous avez été, dès la fin du conflit, entre guillemets, la suspension du conflit, hein, puisque c'est le terme que vous avez employé, dès la suspension du conflit, vous avez reçu des lettres, vous avez été convoqué par la direction avec des menaces à peine déguisées de licenciement éventuel. Tu peux nous parler de tout ça et puis de la manière dont vous avez finalement créé un mouvement solidaire et où est-ce qu'on en est de tout ça? Ça veut dire que la direction, elle a peur parce que quand c'est une position défensive qu'elle a adoptée. Je dirais c'est pas parce qu'elle est triomphante qu'elle fait ça justement. Enfin, me semble-t-il. Comment vous analysez les choses? Ouais, je partage ton point de vue. C'est pas une position triomphante de la part de la direction, c'est-à-dire elle était obligée de céder, même si le résultat des salaires et de l'emploi n'est pas au niveau. C'est quand même une réussite au travers de tout ce on a construit, c'est-à-dire cet espace de discussion, de vie. Hein. Il y a des salariés qui nous ont dit pendant le conflit, je vis. Je vis en face, quand je rentre en entreprise, c'est la mort. À tel point que pendant le conflit, le DRH d'Ambarès, donnant des informations sur de l'organisation du travail à un groupe de salariés, un salarié lui dit mais on aura le choix de choisir notre organisation au travers d'un vote, quelque chose. Et le RH il dit mais la démocratie s'arrête à la porte de l'usine. Donc ça veut dire déjà il aurait pu être beaucoup plus élégant, beaucoup Absolument. plus nuancé, et à tel point que les salariés ont pris un papier qu'ils ont trouvé par terre, du scotch, un stabilo, et sur le barnum des grévistes, ici c'est la démocratie. Ils ont marqué. Donc c'est pas nous qui l'avons fait. Alors la question, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Non, oui, les attaques, oui. Ouais. Alors, les attaques, il faut les resituer dans un contexte. Ce conflit, il est tellement historique que le PDG Monde a dû s'adresser directement aux salariés, individuellement, par mail. C'est une première. Et il a parlé du conflit. Donc, c'est relativement rare que dans le cadre d'un conflit, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent plus. Effectivement, ils sont en perte de vitesse. Ils n'ont pas voulu répondre. Ils sont dans un monde qui n'est pas le leur. Ils sont plus dans la vie réelle, ces gens-là. Ils sont dans la finance, mais ils sont pas dans la vie de la souffrance des salariés au quotidien. Et ça s'est traduit, donc, cette force qu'on a su créer au travers des 17 sites, qu'on a réussi à fédérer de 15 pendant tout le conflit. La direction, donc, c'est un aveu de faiblesse, a envoyé 4 courriers en vue de sanctions disciplinaires, donc entretien préalable pour sanctions disciplinaires, dont je fais partie au niveau national. Donc, il y a un camarade sur Montpellier. Il a eu son entretien donc le 4 janvier et il vient de recevoir sa lettre de licenciement. Il vient de recevoir concrètement sa lettre de licenciement. Deux camarades sur le site de Letré à 30 km de Rouen, 1200 personnes le site. Ils ont été reçus les 4 et 5. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc menacés de licenciement aussi. Et il y a moi, à qui on reproche le fait que je ne me sois pas représenté à une convocation de mon chef pour m'expliquer pourquoi j'avais loupé
à nouveau une visite médicale, mais réunion auquel j'ai refusé de me rendre, et j'assume, sur le fait que cette visite médicale se trouvait sur un jour de grève nationale interprofessionnelle, et ce jour-là, je n'étais pas dans l'entreprise, et donc j'ai fait valoir mon droit de grève. Et il voulait que je vienne m'exprimer, m'expliquer de vive voix pourquoi je n'étais pas venu ce jour-là. Ma visite médicale, je la ferai comme tout salarié, mais donc l'employeur décidera de ce qu'il veut à mon encontre, mais à un moment donné, il y a un droit de grève, il doit se faire respecter. Alors, pour revenir sur mes deux camarades de Letré en Normandie, la semaine dernière, lors des deux entretiens qui ont eu lieu, donc les 4 et 5 janvier, nous avons organisé au niveau national et interprofessionnel un point fort d'appui pour faire entendre à la fois la voix pour être contre cet acharnement qu'il y avait pour nos camarades qui ont fait un travail formidable avec les salariés et qui aujourd'hui, pour avoir fait simplement revendiquer du salaire et de l'emploi, se retrouvent en mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Voilà. Donc, voilà ce que produit le Sanofi, celui qui s'arroge le fait d'être le premier major de la pharma française et l'un des premiers européens. C'est pas tout beau lorsqu'on creuse dans la vie réelle. Tout ça pour avoir voulu dénoncer la réalité, le site sur lequel je peux témoigner, où j'ai fait déjà plusieurs informations syndicales avec mes camarades et où les salariés en venaient à pleurer lorsqu'on donnait la réalité de ce qui était vécu dans le groupe, mais les salariés se retrouvant exactement dans la situation qu'ils vivaient et qu'on ne connaissait pas forcément les salariés, mais quand on en arrive à l'émotion, à telle émotion que des fois, même une fois, on a dû interpeller la direction au niveau local parce qu'on était vraiment dans la souffrance, Donc, on n'a pas le droit de punir des militants ou des salariés qui font valoir leurs droits pour une meilleure répartition des richesses et pour de l'humain. Merci. Est-ce que parmi les personnes qui se sont connectées, il y en a qui souhaitent poser une question à Patrick? Jean-Paul, par exemple, ou Marc? Patrick, alors tu ouvres ton micro, Jean-Paul. Voilà, c'est bon. Et augmente le son, parce que sinon, tu n'entends pas bien. Monte le son sur ta machine. Le son? Tu m'entends Oui. là bien? Là, ça va, allez, vas-y. Je vais parler plus fort. Là. Je voulais savoir, au niveau des résultats des élections, que représente par collège, parce que le problème, c'est que c'est pas la même chose entre les cadres et je pense qu'il y a 3 collèges, je suppose, et les collèges ouvriers, et collège technicien et collège cadre, que représentent les organisations syndicales qui ont un certain pourcentage, c'est ça que je veux dire. Je suppose que la CGT, la CDT, la CGT, c'est quoi hein? Je suppose. La CGT, voilà. Alors, au niveau local, la CGT représente 40%, tout collège confondu. On n'est pas chez les cadres, donc on est chez les techniciens supérieurs et sur les agents de maîtrise et les ouvriers. Le collège ouvrier, on est ultra majoritaire. On a été majoritaire. Alors on a eu plus de 50% pendant pratiquement 50 ans. Mais le fait que même avec 40%, on arrive à tenir un conflit parce que c'est pas ce qui nous nuit. On serait majoritaire, on aurait le CSE, ça serait peut-être plus facile, mais notre combat syndical, notre activité se focalise, on revient à l'essentiel, la revendication. Alors au niveau du groupe, on doit représenter 20%, et c'est pareil, c'est le 20% au niveau du groupe n'a pas été un handicap parce que on est les seuls, on a été les seuls à partir et on a été les seuls à finir.
parce que les autres on va dire, n'ont pas été présents jusqu'à la fin avec les salariés. Donc, mais c'est leur responsabilité, c'est leur forme de, voilà. Donc, le niveau de représentativité, c'est une chose, mais c'est ce qu'on en fait.